toutes et tous et bienvenue. Je suis Arnaud Kikou. Et il y a Corentin avec moi. Oh, oui, c'est moi. Vous écoutez le premier numéro en gestation depuis très longtemps d'un projet particulier qui me tenait à cœur et que je baptise The Pulse. The Pulse, en référence à En référence donc au supplément que Jessica Jones rédige pour le Daily Bugle dans sa série justement qui s'appelle The Pulse. Tu es un peu Jessica Arnaud Jones aujourd'hui. Exactement, la bouteille de whisky en moins. Elle n'est pas loin pourtant. Elle n'est jamais très loin de toute façon. Et donc si vous vous rappelez, puisque c'est vrai que les promesses mettent du temps à se tenir, mais elles restent tenues avec moi. C'était un projet dont je vous avais parlé à la fin du dernier podcast Fresh Start de 2018, en vous disant donc que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur au vu de l'année, enfin voilà, de bientôt 2 ans qu'on a passé chez Arts, pour vous parler en détail de notre travail vraiment. On a la prétention que ça peut vous intéresser de comprendre comment une rédaction telle que celle de Comics Blog fonctionne, comment en tant que journaliste culturel autoproclamé, on se sent de parler de ce milieu et de voir un peu notre façon de travailler, surtout pour briser beaucoup de fantasmes en fait qu'on a pu voir au fil des mois et des mois passés en fait par rapport à ce que les gens s'imaginent être en fait rédacteurs pour ce genre de site. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais lancer déjà un petit peu, je l'avais promis pour avril, donc là on est en mai et on lance le premier numéro, sachant que c'est un podcast donc The Plus qui va pas prendre une formule forcément temporel. Pas temporel, c'est pas. Non, si, il faut que ce soit régulier, ça je le veux. Mais je veux dire qu'il n'y aura pas un format fixe continu, ce ne sera pas le même déroulé à chaque fois, puisqu'en fait on va aborder des thématiques qui sont différentes. Là par exemple, on vous fait un premier numéro d'introduction, un peu pour vous expliquer d'où on vient, ce qu'on fait vraiment, et essayer de casser quelques mythes en fait qui continuent d'être qui continuent qu'on reçoit plutôt régulièrement sur les réseaux, notamment quand on dialogue avec notre lectorat, et même parfois en vrai, hein, puisque parfois quand on rencontre les gens en vrai, ils nous posent certaines questions et il y a des surprises. Êtes-vous des vendus par exemple, êtes-vous des blogueurs par exemple aussi. Êtes-vous des youtubeurs? Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Et mais par contre, il y aura d'autres numéros. Par exemple, le deuxième numéro qu'on voudrait faire, c'est un numéro spécial sur le clickbait, sur vraiment qu'est-ce que c'est, voilà le clickbait. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Et surtout voir en fait comment nos collègues américains ont le clickbait facile ou l'information un petit peu trompeuse et très très aisée, comment nous on essaye de traiter ce genre d'informations, de faire attention et justement de pas verser dans le clickbait tout simplement, parce que le racolage possible, parce qu'on aime bien faire venir des gens, mais on aime bien les faire venir avec de la bonne information. En tout cas, si c'est de l'information un peu sensationnelle, qu'elle le soit à raison. C'est ça. Et même parfois il nous arrive de renoncer à une information même si on sait qu'elle est fondée, parce que la source n'est simplement pas assez certaine. Voilà. Et que même avec les pincettes, on se dit que c'est pas la peine de prendre des risques pour notre réputation, puisqu'on y tient un petit peu. Et il y aura par exemple un troisième numéro, on aimerait plutôt faire une sorte de courrier des lecteurs de temps à autre aussi, où justement là on vous invitera à vous poser on vous invitera vous donc à poser des questions par rapport à tout ce que vous voulez, mais plus par rapport vraiment à cet aspect journalistique, à cet aspect rédactionnel, au fait de avoir un contact quand même privilégié avec pas mal d'acteurs du milieu dans l'industrie des comics. Petite wishlist perso, j'aimerais bien qu'on fasse un numéro sur les critiques aussi, sur l'exercice critique. Oui, sur l'exercice de la critique. Parce que c'est un truc j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la façon dont on doit parler de certains sujets. Donc là, vous voyez en direct Corentin en train de s'approprier mon projet de podcast. Pas du tout, je soumets une idée que tu n'écouteras pas. Exactement. Pour changer. C'est ce que je fais. Bref, après donc cette petite introduction de 3-4 minutes, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, donc générique, musique. Là, vous aurez reconnu le générique qu'on utilise d'habitude pour nos Fresh Start, mais c'est pas grave, c'est une musique apaisée, relaxante que j'aime bien. Et donc, tu t'es pas foulé en fait. Le programme de The Pulse numéro 1, première partie. Qui sommes-nous vraiment? Que je me pose régulièrement. Quel est notre parcours un peu, Corentin? Et quel est ton rapport aussi à Comics Blog, puisque si nous en sommes les tenants, j'ai envie de dire, et aboutissants depuis maintenant l'automne 2017, fin 2017. Le printemps. Le printemps de l'été. Je sais plus, je suis arrivé en juin. Oui, mais bon. Toi-même tu sais, on va pas refaire l'histoire. Alors mon parcours, on n'a pas créé Comics Blog et on n'a pas vécu ces premiers pas du tout. Donc un peu d'où est-ce que tu viens, Corentin, à la base un peu. Écoute, qu'est-ce qui t'a motivé à faire
du journalisme scientifique. Raconte-nous un peu ton histoire en mode une vie, un jour, tu sais, l'émission très sympa. Je vais me mettre sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Oui. Du coup, écoute, mon parcours, moi, il est très classique. Enfin, c'est un peu le parcours du geek standardisé. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai découvert les jeux vidéo à un âge très jeune. Après, j'ai découvert le cinéma et évidemment, comme tout le monde, tout ce qui est adaptation de comics, parce que les super-héros m'ont toujours intéressé. Je pense comme beaucoup de gamins des années 90 qui ont grandi avec les cartoons Batman, Spider-Man et compagnie. Là, voilà, je pense que beaucoup de lecteurs sont dans notre cas à nous, évidemment. Et j'ai commencé par être un lecteur de comics et de sites de comics avant d'en être un rédacteur. Moi, au départ, en fait, je voulais m'orienter dans la critique cinéma en tant que parcours professionnel, c'est-à-dire que je savais pas trop quoi foutre de ma vie. J'étais étudiant en japonais, en langue étrangère appliquée en japonais. Après, je me suis dirigé vers la littérature parce que je pensais que ça m'ouvrirait les portes de la critique cinéma. Du coup, tu lisais littérature. tu littérature. Ah, c'est tout de suite un podcast culte. Merci Arnaud pour cette blague de qualité. C'est du François Pérusse. Hein. Ah ouais, oui, littérature. Oui, d'ailleurs, dans l'épisode, il insiste sur la blague. C'est ça, oui, parce qu'en fait, littérature. C'est-à-dire que vous lisez vos ratures, il fait oui, je lis mes ratures. Littérature. Hein, quoi. Du coup, on a un jeu de sketch en vrai sans faire exprès. Littérature. Je ne comprends pas. Littérature. Un calembour, même, il dirait. Il lui met une claque après, il fait littérature. Il fait c'est drôle, oui. Écoutez François Pérusse, ça me fera du bien aux oreilles. Yes. C'est un peu l'ancêtre des podcasteurs comiques, en fait, tu vois. Je ne sais pas. Des youtubeurs. Non, j'irais pas jusqu'à dire ça. Oh, si, quand même. Allez, continue. Bref. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai commencé un peu les comics dans les bibliothèques par Vertigo, Swamp Thing et tous ces personnages fascinants. Et puis un jour, en fait, étant déjà consommateur de podcasts à l'époque, puisque je faisais du vélo, et j'aime bien écouter des podcasts en faisant du vélo quand j'étais à Nantes, j'ai découvert le podcast de Gameblog au départ, un site de jeux vidéo qui l'était bien avant que 2 rédacteurs en chef ne se crassent. Et du coup, à travers Gameblog, en fait, il y avait un épisode spécial de Batman dans le jeu vidéo où Sullivan Rouault était donc invité. Je crois que c'était en 2012, 2011, par là. Enfin, c'est quand Dark Knight Rises est sorti, en fait. Ça, c'est 2012. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je vais relativement pas vraiment découvrir les comics mainstream, on va dire, dans leur format de publication hebdomadaire. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait ce site-là qui s'était lancé. Par curiosité, j'ai été faire un tour et j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts. Donc avec fameux Alfro, Jeff, Manu, donc la première équipe, vraiment le noyau dur. Et en fait, je me suis intéressé aux comics mainstream en apprenant à travers leur bouche qu'il y avait les New 52 qui étaient arrivés. Et c'est là que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier de Urban, que j'ai vraiment commencé à lire de la BD régulièrement et que je suis devenu lecteur régulier de Comics Blog. Voilà, avec les vétérans, les Rob Stark, Eddie Van Leff et compagnie. J'ai suivi le site pendant très longtemps et j'ai même continué de le suivre après la fin de Gameblog, parce que pour moi Gameblog s'est arrêté au bout d'un moment. Et puis en fait un jour, fatalement, ma vocation de devenir un critique en fait m'a aussi amené sur DC Planet, que j'ai découvert grâce à toi sur Comics Blog. Et un jour j'ai vu que oui, tu vas raconter l'anecdote. Vas-y, oui. tu l'adores, vas-y. C'est une très très fameuse anecdote. Ouais, elle est mensongère mais très connue. Elle est pas mensongère, mais telle que je la raconte, toi tu dis que c'est un mensonge, mais voilà, ça c'est vraiment... Les commentaires sont encore sur le site. Discussion de... Oui, les commentaires sont sur le site. Et c'est vrai que... Alors je raconterai mon parcours après, mais je voyais Corentin réagir souvent et je le trouvais très intéressant à lire, bien qu'un peu véhément, parce que voilà, vous connaissez tous sa verve. Si vous avez eu affaire à Corentin un jour, vous êtes quand même dit à un moment, putain mais quel connard, à un moment, parce qu'il a le don d'utiliser l'ironie et une certaine maîtrise de l'écriture qui peut faire croire qu'il est méchant, alors qu'en fait non, c'est un agneau tout doux au ventre bedonnant qu'on a envie de caresser. Voilà, il faut quand même le dire. Et en plus il s'est rasé, il est vraiment tout doux maintenant. Et c'est juste que je lui réponds parce qu'il parlait sur Scott Snyder, je crois. Du coup, je lui disais juste un truc et il me répond. Puis à la fin, il met Arnaud Kikou avec les accents circonflexes, avec le petit smiley accent circonflexe. Fait c'est ton vrai pseudo et tout. Et je lui ai répondu un truc du genre oui, t'inquiète, les gens me font toujours réflexion au départ, mais après, t'inquiète, on s'y fait. C'était le départ d'une belle amitié. Ouais. Et de beaucoup de crises de nerfs. Et du coup, oui, effectivement, donc j'ai découvert l'existence de DC Planet, donc un site amateur qui traite en priorité l'actualité DC Comics. J'y ai été lecteur pendant un certain temps et là aussi ma véhémence, je crois, a été remarquée. Et je m'en excuse d'ailleurs si des lecteurs vétérans justement nous écoutent et croient que je suis effectivement un connard. C'est juste que le web fait que quand tu parles en 2 dimensions, noir sur blanc à quelqu'un, c'est plus compliqué de mettre les intonations, le sens de tes mots. Et un jour, du coup, DC Planet qui a un turnover assez régulier, c'est-à-dire que évidemment c'est un site amateur et du coup la vraie vie s'intercale parfois avec les plannings d'écriture et la disponibilité de chacun. Il cherchait en fait un user, donc j'ai postulé
gentiment. Je crois que mon arrivée d'ailleurs avait fait débat à l'époque. Et puis en fait, de fil en aiguille, du coup, Arnaud Kikou, qui va vous en parler, est devenu rédacteur en chef. Moi, je suis devenu de newser, je suis passé à critique et éditorialiste, on va dire, parce que j'avais beaucoup de liberté à l'époque, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui avec le temps qui est passé et le fait que j'ai trouvé un autre boulot. Et puis voilà, en fait, on est toujours resté plus ou moins proche du comics blog, moi en lecteur et auditeur. Et un jour, donc, est arrivée la fameuse refonte de l'éditorial quand Sullivan a pris un autre poste chez iComics. Et à l'époque, justement, moi qui avait déménagé sur Paris pour devenir projectionniste, puisque j'avais un peu renoncé au rêve de devenir rédacteur, justement, en comprenant que après avoir fait un stage chez France 3, que la vie de bureau était peut-être pas le meilleur endroit pour s'épanouir professionnellement, que tu avais forcément des limites de ligne édito, un contrôle créatif et tout ce qui fait que la presse moderne est devenue ce qu'elle est. Je m'étais orienté vers la projection cinématographique, une autre de mes passions, puisque du coup tu restes dans un cinéma proche du cinéma. Et au bout de mon année d'études, tu as Sullivan donc, qui me contacte et qui me propose de prendre un poste chez Comics Blog. C'était donc en mai-juin de l'année 2017, tout à fait. Alors moi au départ je lui ai répondu que non, parce que justement j'étais bien à Paris et je ne voulais pas retourner à Nantes pour devenir rédacteur. Et que même si la proposition me séduisait, j'avais pas fait un an d'études pour me réorienter vers la presse. Et du coup il m'a dit écoute, on va faire un truc, on va te prendre à la pige et tu donnes ce que tu peux donner. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, et après ça, peu de temps après, il m'a envoyé à la projo de Wonder Woman et ensuite de Spider-Man Homecoming. À l'époque, j'étais pas salarié, ça a mis quelques mois avant que les papiers ne soient prêts. Voilà, c'est la Team Arts, vous savez. Et puis après, tout simplement, j'ai continué la projection puisque c'est mon revenu principal et l'une de mes passions. Et en fait, on s'est orchestré assez bien. Au départ, je travaillais surtout la nuit à cause de mes horaires et le matin avant que Arnaud et Thibaut ne se lèvent. Puis de fil en aiguille, on a trouvé un autre rythme. En gros, il faut que je sois disponible de telle heure à telle heure, et je viens pour les podcasts. Évidemment, j'ai pas de bureau, moi, contrairement à Arnaud, et je ne suis pas vraiment pigiste. C'est un poste honorifique, parce que normalement, un pigiste est payé à la pige, donc à l'article. Je suis salarié à temps partiel, mais j'ai pas vraiment de grille horaire définie tant que je fais mon boulot, grosso modo. C'est ça. Du coup, on s'arrange, ça reste dans l'esprit de la boîte de potes. Et si je peux donner un bilan sur ces 2 années, je dirais que c'était très satisfaisant. Que l'expérience de la presse. T'es pas obligé de dire ça parce que t'es en face de moi. Non, mais toi, on sait très bien que je t'en bosse. C'est une ordure, tu vois, voilà, c'est le mec. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est cool de pouvoir bosser avec un pote, justement, et que l'ambiance à Art, c'est quand même assez détendue. Jérôme, qui est donc notre directeur, est un mec très cool aussi, qui est pas justement le genre de mec qui va exister dans une direction comme Le Monde ou quoi, qui va être le mec casse-couille qui va donner des directives très supérieures sur la ligne éditoriale. On me laisse être un connard dans mes news, ce qui est quand même pour moi un gain extraordinaire. Et puis je te corrige rarement. Oui, c'est vrai, ouais. Des fois, t'enlèves des blagues qui sont peut-être trop compliquées pour le clampin moyen. Mais... Oui, ou trop gratuites. Oui, ou trop gratuites. Ouais, bon, sachez qu'il m'arrive de censurer Corentin de temps en temps, quand même. Voilà, t'es un peu mon Ariel Wiesman. Mais du coup, voilà, un beau parcours, mais vraiment très accidentel. C'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme dans la presse, j'ai un diplôme littéraire et un diplôme technique. Et je dirais que ma vie n'est faite que de passion et d'heures de travail qu'on ne compte plus, n'est-ce pas, Arnaud? Une bien belle échoppe. Tout à fait. Voilà, je te vois qui est fasciné par ton parcours. Oui, c'est ça. Arnaud qui joue avec son piercing linguistique. T'as pas mentionné ton... J'ai oublié les trucs. Tes euros McDo, quoi. Mais... Les euros McDo, ça c'était avant. Oui, c'est vrai. C'était encore avant. Ouais. Oui, remarque, c'est vrai que oui, effectivement, quand j'aurais dû quand je t'ai recruté, je payais mes études en travaillant au McDo. Quand je t'ai recruté à DCP, ouais, tu... Ouais, oui. Enfin, tu m'as pas recruté tout seul, mais... Pas tout seul, mais... J'ai quand même bien pris part, sans vouloir faire de la fausse modestie. Je me rappelle que j'avais ardemment limité pour que tu... milité, pas limité. Milité pour que tu nous rejoignes, effectivement. Dis donc. Belle aventure. Je te dois beaucoup de choses. Non, mais c'est marrant. non, mais c'est vrai que c'est vachement marrant parce qu'au final, on se dit que ça fait depuis 2013. Non, toi, c'était 2014 peut-être que tu nous avais rejoint. DCP, ouais, 2014. 2014, ouais. Je suis quasi sûr. C'était l'année où il y avait eu la photo de Wonder Woman pour BVS. Tu sais, ouais, ça fait 5-6 ans quoi, qu'on bosse ensemble. Ouais. Ma voix n'a fait que décroître depuis vers ce ton monocorde absolument. Oui, non, mais à l'époque, j'ai plus d'énergie dans les podcasts, c'est horrible. On avait plus d'énergie parce qu'on le faisait à distance et que quelque part fallait parler plus fort et en plus c'est différent quand tu le fais en face de quelqu'un. On était bourré un podcast sur 2 aussi. Non, moi je ne l'étais jamais. J'ai animé un podcast bourrin une fois. Oui. Ouais. Je t'ai plus jamais laissé faire après. Ça, clairement, c'est pas le genre de choses. Mais l'ancienne équipe tournait à la plante verte, donc finalement, on reste dans un milieu. Mais on ne parle pas. Non, on n'en parlera pas. On ne parle pas de ce qu'on n'a pas connu. Passé houleux. Non, du coup, c'est mon tour peut-être. Écoute, Arnaud,
quel est ton parcours? Voilà, merci de poser la question. Ça me Corentin, fait plaisir, mon petit Tant Kiko. qu'on continue de faire ce genre de podcast à deux, il faut forcément qu'on se donne la parole l'un à l'autre et qu'on explique les choses. Donc voilà, après le long monologue de Corentin, c'est l'heure du long monologue de Arnaud qui va parler de lui à la troisième personne pendant toute cette comme Alain émission. Delon. Oui. Arnaud Delon. Mais je saurais pas de faire une bonne imitation d'Alain Delon. Non, Alain Delon se regarde dans la glace. Non, je vais pas le faire. Non, parce que là, j'imite un mec qui je pensais à quelque chose, mais ça allait donner Jacques Chirac, donc ça aurait été très bizarre. Écoutez, Arnaud vous écoutant pour savoir votre parcours. Yes, alors pareil, hein, ça c'est toujours des questions qu'on me pose en général, c'est mais comment t'as fait pour devenir rédacteur, mais ferme-la un peu, pour devenir rédacteur en chef de comiczog.fr. Mais c'est très facile, hein. J'ai fait une école donc de journalisme avec option rédac chef de comiczog.fr. Bien sûr. Et j'ai fini major de promo. Et c'est comme ça que ça arrive. Voilà. C'est comme dans les films. Il y avait des candidats potentiels. C'est aussi un parcours qui est complètement accidentel parce que enfin même mes liens avec les comics, tu vois, je peux pas dire que je lisais des Strange quand j'étais gamin, que j'allais chercher des comics dans les kiosques au collège et que j'ai dévoré. Enfin, je sais que j'ai regardé Batman Tass, tu vois. Je sais que je l'ai regardé et que j'aimais beaucoup. Je sais que ma grande tante m'avait tricoté un pull avec le Batman de Bruce Timm, avec le logo, tu sais, avec la tête de Batman. Tout à fait. Et en vrai, mais je m'en suis rappelé des années plus tard et en fait, j'aurais dû garder ce pull parce qu'à mon avis, il est mortel, tu vois. C'est trop cool. Du coup, c'est un peu un traumatisme d'enfant. Mais non, mais ma grande tante cousait du Bruce Timm, c'est trop bien, tu vois. Je sais pas, t'as pas eu ça, tu vois. Moi, non, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai que même mon amour du comic book, vraiment dans sa forme actuelle, enfin l'amour que je lui porte maintenant, en fait, il est venu sur le tard. Parce que j'arrive même plus à me rappeler, tu vois, maintenant de quand j'étais à la fac, comment j'occupais mon temps libre, en fait. Parce que je sais qu'au lycée, je lisais énormément. Parce que on avait une médiathèque, tu vois, qui avait full BD, comics, manga, donc j'ai pu me faire la blinde de ma culture bande dessinée là-dedans. Mais après, je t'avoue que je sais plus trop comment je m'occupais. Anyway, je pense que t'avais une vie sociale à l'époque, en fait. Ouais, non, mais genre, ça, hein. J'ai jamais eu une vie sociale ultra développée non plus, tu vois. Tu veux qu'on en parle? Il y avait les cours, mais je bossais beaucoup. Le divan de Marc-Olivier Fogier. Je bossais beaucoup mes cours. Oui, donc parce qu'à la base, moi, j'ai un cursus scientifique. Pardon? Donc un cursus scientifique, je suis biologiste de profession. Docteur Kikou. Alors j'ai fait des études à la fac, donc j'ai fait une licence de biologie, j'ai continué avec un master en microbiologie. Et en fait, c'est pendant ce master, si tu veux, j'avais quand même eu des déclics un peu, tu sais, en 2008, il y a eu le Dark Knight, puis en 2012, Dark Knight Rises, qui m'avait quand même fait me rappeler. Et c'est vrai que je regardais pas mal, du coup, les films de super-héros que j'avais loupés au cinéma. Parce que même les films Marvel Studios, j'allais même pas les voir. Avengers, je l'ai pas vu au cinéma, le premier, par exemple, tu vois. Je crois que j'avais commencé à les suivre régulièrement à partir de 2013, justement, avec Iron Man 3. Parce que jusqu'alors, je suivais peu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, entre 2010 et 2011, il y a Arkham City qui est sorti, le jeu. Oui. Et j'ai joué à ce jeu. Oui. Et il s'avérait que dans les fiches de description des personnages, en fait, il y avait des renvois en fait, à des histoires dans les comics. Ouais. Et c'est là où j'ai eu un déclic, j'ai fait merde, mais c'est vrai qu'en fait il y a des histoires qui sont toujours en cours, en fait, des histoires récentes qui sont arrivées, et genre 2 semaines après, c'était genre mon anniversaire et un pote m'a offert The Killing Joke, donc c'est ça, The Killing Joke. Et du coup j'ai eu un déclic et j'ai commencé du coup à vouloir me faire une collection de BD, à rattraper tout ce que j'avais loupé de Batman, à redécouvrir du coup le run de Morrison, à en comprendre rien du tout, à attaquer ensuite les New 52. C'était juste avant qu'Urban ne débarque, parce que j'avais pris déjà les volumes en VO, parce que j'ai commencé à lire en VO tout de suite, et à découvrir tout ça. Et donc j'ai continué mes études et j'ai démarré une thèse en 2012. À l'automne 2012, une thèse en microbiologie, en biologie moléculaire, que j'ai fini en 2016. Bah bravo. Bah ouais, 4 ans de doctorat, ça fait son homme. Et en fait, le truc, c'est que très, très rapidement, j'ai commencé un peu, pas à me désintéresser de la recherche, mais c'est vrai que tout ne se passe pas. Enfin, je pourrais vous faire un podcast sur l'expérience de thèse, hein, si ça vous intéresse. Il y a énormément de choses à dire là-dessus aussi. Mais ce qui est nécessaire de préciser là-dedans, c'est que j'avais besoin de quelque chose pour m'évader, enfin, pour sortir de mon quotidien de doctorant. Et c'est vrai que ma passion pour les comics, plus j'en lisais, plus je découvrais des univers et j'étais content. Et j'avais commencé à faire des recherches du coup sur internet pour voir des sites pour me renseigner. C'est vrai que j'étais tombé d'abord sur DC Planet en fait, et après sur Comics Blog. Et sur DC Planet, j'avais commencé à y parler à l'époque de Animal Man, de Swamp Thing, de toute la branche Dark en fait, déjà de DC Comics, qui avait commencé à vraiment m'intéresser. Vertigo. Et qui était c'était pas Vertigo, mais il y avait encore des relents là-dessus. N'existe pas, Dark, c'est de la merde.
Continue. Non, franchement, la ligne d'arc du début Oui, du je 52, sais, il y avait j'ai des fait très lire bonnes Scott choses. Snyder, bien sûr, s'il te Dial plaît, H. il y avait quand même des très Oui. de très bonnes choses. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il y avait des offres effectivement de recrutement pour DC Planet. Et moi, étant docteur et étant très pris par mes travaux de recherche, je m'étais dit, ben, j'ai pas le temps d'être rédacteur pour un site comme ça, pour un site internet, tu vois, waouh, gros site et tout. Et je me dis, ben, par contre, je voyais qu'il y avait la race de coquilles dans les articles. Genre plein de fautes et tout. Et vu que je suis un peu très très sensible à la grammaire, à l'orthographe et à toutes ces choses qui fait qu'on a une belle langue écrite en français, bah, je leur envoie un mail. Les gars, on dit pas nominé. Hein. Ouais, c'est ça. Et je leur fais bonjour, bah, moi je suis Arnaud, je suis docteur, je suis en thèse et je suis doctorant. Et donc, du coup, est-ce que je me propose là, parce que je vois que vous avez des fautes. Moi, je suis très très à cheval sur le français, donc je pense que je pourrais vous être utile. Et vu que je suis en thèse, je suis pas sûr d'avoir énormément de temps pour rédiger. Par contre, clairement, pour relire des articles, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai une première réponse. On me dit salut Arnaud, désolé, lol, on a déjà pris quelqu'un à plus. Ah ouais. Ah ouais, Ça commence bien. Ah ouais. Ah non, j'étais triste, j'étais un petit peu triste, je dois bien l'avouer. Et je soupçonne que en vrai, avec le recul, en fait, ils ont peut-être eu peur de mon pseudo parce qu'ils ont vu Arnaud Kikou, ils ont dû se dire, ah, merde, c'est un mec rescapé qui joue à Call of Duty, ouais, qui c'est ça, fait des du ventes, 18-25, tu vois. Mais en fait, non. Et Oh, quand même. Hein Tu peux quand même. Non. T'as un peu des blagues 18-25. Non, jamais. Non, je suis jamais. Ouais, c'est vrai, jamais. J'y suis allé une fois. Je m'étais inscrit pour faire des hélicos, des hélicos. Sur le forum 18-25 Ouais, mais je voulais juste spammer des emojis avec des hélicoptères. C'était les. Pourquoi Parce que ça faisait Quel marrer. intérêt? C'était honche l'hélicoptère, je sais plus quoi, D'accord. c'était trop con. Ok. Et je me suis fait ban au bout de 2 messages, Ok. et du coup, j'ai fait. Ah, Tu t'es fait ban du forum jeuxvideo.com? mais parce que j'avais mis des hélicoptères. Ah ouais, c'est un life achievement ça. Bah écoute. Débloquer un succès de ouf. Mais vraiment, ça durait 2 secondes. Les mecs ils bannent pas les pervers et les fachos, mais ils te bannent toi pour les hélicoptères. Bah c'est normal parce qu'en fait, je venais de m'inscrire, ils ont vu que le mec mettait des hélicoptères à la con. Donc Pourquoi ils se t'as dit- fait ça? Parce que ça me faisait Désolé, marrer. mais je suis d'accord avec eux. Ouais, bah, et alors. Bon, C'était du juste coup, pour dire. Bref. 2 mois après, je vois qu'il y a toujours autant de fautes dans les articles. donc je leur renvoie un mail. tu les réécris en commentaire avec sans les fautes. Non, je leur réenvoie un mail où je leur dis les gars, par contre, il y a toujours autant de trucs. Moi, je suis toujours là, je suis toujours en thèse, j'ai toujours autant de vous corriger. Donc, call me back. Et là, à ma grande surprise, enfin, du coup, on me dit que la personne qui avait été recrutée, donc en fait, avait pas été très efficace. Et du coup, on me propose un bref entretien Skype vraiment pour faire les choses. Je sais pas, j'ai jamais connu cette personne. Ok. Corentin me demande c'était qui, mais c'était une fille qui a disparu très rapidement. Et donc je passe un petit entretien sur Skype et là on me dit bah vas-y, tu peux commencer. Donc je commence, je fais de la correction, puis petit à petit, notamment au courant de l'été 2013, vu que toute l'équipe était justement à la Comic Con qui était à l'époque avec Japan Expo. Et en fait, c'était une année en fait, où justement Comicsblog et DC Planet avaient un stand conjoint, donc c'était avant que les 2 équipes se prennent un peu le chou, quoi. Puisque oui, pour ceux qui se rappellent de cette époque, il y avait une brouille entre Comicsblog et DC Planet qui était ridicule, mais bon voilà. Qui était même à sens unique, hein, je trouve. Mais... Ouais, je l'ai jamais. Je t'avoue que moi à l'époque, lecteur des deux. Oui, mais moi à l'époque, vu que toi t'étais pas encore dans l'équipe, c'est vrai que on prenait un peu le parti. Mais moi j'avais pas été là, donc j'écoutais ce qu'on m'avait dit. Mais c'est vrai que ça reste de l'histoire ancienne premièrement, et que c'était voilà, enfin bon, des histoires de jeunesse quoi, donc on s'en branle un petit peu. Et ouais, donc c'est juste que quand vu que plus personne n'était disponible et qu'il y avait des news qui tombaient, bah on m'avait dit est-ce que ça t'intéresse de faire ça, puis c'est avéré que je savais très bien rédiger aussi des actualités, puis que j'ai commencé à faire des critiques, puis que j'ai commencé à me porter volontaire pour faire les podcasts et là, un monstre et tout ça. Et ouais, c'est ça. Et en fait, plus ça allait, plus je voulais faire des trucs et je voulais m'impliquer. Et c'est vrai que 2 ans après, en 2015, en fait, quand Edge, Julien, l'ancien rédacteur en chef, en fait, a dû vaquer son poste pour des raisons personnelles, voilà. Il y a eu un moment de flottement où on était tous à distance, bien entendu, mais en gros, on avait un groupe de discussion sur Facebook, quoi. Et j'ai juste dit, bon, il y a eu un week-end. C'est pas la Ligue du LoL, vous inquiétez pas, il y a non, des filles aussi. Il y a eu un week-end comme ça où, quand c'est tombé, et il s'est rien passé pendant 2 jours, il y a eu une sorte de flottement. Puis au bout du week-end, j'ai fait bon, bah les gars, vu la situation, je me propose de reprendre le poste et de gérer le site et gérer le staff. Si vous êtes d'accord, on y va. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi direct et comme ça, on en discute.
Et c'est comme ça en fait que j'ai repris la direction du site, quoi. Du coup, un peu par un concours de circonstances, on va dire, plus que par. Ouais, puis parce qu'en même temps, t'étais un peu le seul qui était Bah, vu à la comment fois j'étais. motivé et par la gestion, parce qu'on avait un système sur DCP qui s'appelait le Revo, qui était une des micro-reviews, micro-critiques en fait, de tout ce qui sortait chaque semaine chez DC. Et c'était un peu Arnaud qui gérait ça, donc il avait l'habitude de courir après les mecs pour leur dire rends tes Ouais, textes. mais Donc c'est il y ça, avait parce une que. figure d'autorité qui s'était un peu créée. En vrai, je pas. Enfin, il Je y sais pas aurait si ça aussi. passionne les gens. Non, hein, non, mais il y aurait tout un podcast à faire un peu sur la gestion d'un site en amateur, parce que c'est quand même très différent de l'expérience qu'on a maintenant sur Ah Comics oui, Blog. non, Mais, ça n'a mais là, rien on à veut voir. parler vraiment de. Avec The Plus, là, on va d'abord parler de. Enfin, je peux faire un aparté. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très chronophage à gérer une équipe de 15-16 personnes pour gérer qui fait les articles de news, qui fait les critiques, comment on se les répartit, Ouais, voilà. comment on se fait justement les articles qui sont un peu conjoints ou comment on organise des thématiques à plusieurs. Si on essaie de N'étant pas faire. une boîte pro, déjà tout le monde donne le temps qu'il a à donner, c'est-à-dire pour beaucoup, il y avait des parents dans le staff, il y avait des étudiants, il y avait des salariés, etc. Et il y a des chômeurs aussi. Hein. Mais dans l'ensemble, comme c'est pas une boîte pro, justement, tu ne peux pas dire à quelqu'un de Non, faire tu son peux pas travail parce imposer. qu'entre guillemets, il est là volontairement. Non, Donc, quand on s'engage dans des projets communs et il suffit qu'il y en ait un qui traîne la patte parce que pour le moment il a pas envie, ça peut mettre tout le monde dans la merde et tout. Et toute la difficulté d'exercice, c'est de savoir concilier en fait cette notion de bénévolat qui implique effectivement, vu que tu n'as pas de rémunération, bah, tu peux pas exiger à quelqu'un de faire quelque chose, mais aussi de dire, mais on est tous là parce qu'on est motivé, parce qu'on est passionné, donc tu peux pas non plus te permettre de dire je fais partie d'un groupe juste pour dire j'en fais partie et sans rien produire. Moi, j'avais toujours été très, très exigeant là-dessus parce que clairement, enfin, les deux objectifs de toute façon que je voulais avoir quand j'avais décidé de reprendre, de reprendre le site, c'était de toute façon de donner au maximum possible l'image d'un site professionnel, c'est-à-dire d'être le plus pro dans ce que je voulais faire. Et la deuxième, c'était de couper toutes les rixes et les broutilles qu'il pouvait y avoir, Et notamment puis le avec. côté un peu justement blogueur, Ouais. c'est un truc qu'on pourra aborder dans un autre numéro, j'imagine, mais il y a vraiment une qualification particulière quand tu fais du journalisme, je pense personnellement, qui est justement de mettre ton avis un peu en retrait. Bon, on va dire c'est ironique ce que je dis parce que moi personnellement je donne souvent mon avis, mais c'est d'éviter au maximum de dire c'est d'éviter au maximum de prendre son avis comme seul référent essentiel et d'adopter une posture justement plus neutre, plus journalistique, plus enlevée, d'essayer de se mettre à la place du lecteur en fait simplement. Et c'est un truc que grosso modo DC Planet n'avait pas du tout au départ. C'était vraiment un blog de passionnés qui parlait de sujets assez récurrents et qui même je trouve n'avait pas forcément un traitement assez unilatéral de la Je serais plus. C'est vrai qu'il y avait un parti pris, bah, forcément, parce que c'est un site qui s'appelle DC Planet, donc qui est fait par des fans. Mais moi, depuis le début, je sais qu'au niveau du traitement de l'actualité, des news, la façon dont. Je parle plus de l'éditorial et de la critique en l'occurrence. Mais Ouais, les news étaient non, mais suivies, faut y faire a pas de attention souci. parce que les news étaient justement assez neutres là-dedans. Oui, bien quoi. sûr. Non, mais je parle plus justement du coup de la partie édito, de la partie critique qui était, je pense, Ouais. qui manquait, enfin qui avait matière à amélioration de toute façon. Mais Oui, mais on n'est toujours. pas là pour faire un podcast tout, DCP, Arnaud Kikou. Hein tout, voilà. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que voilà, ça a duré 2 ans aussi de gérer le site comme ça. Donc, avec tout ce que ça implique quand tu parlais des turnovers aussi, de gérer des départs, des gens qui avaient moins de temps et de faire des campagnes de recrutement, des choses comme ça qui sont toujours très, très chronophages. Et quand j'ai soutenu ma thèse, en fait, d'un point de vue professionnel, je me suis aussi aperçu que je voulais plus faire de la recherche en tant que tel. Je voulais pas faire la recherche. Par contre, moi, ce qui m'a toujours intéressé, que ce soit vis-à-vis des comics ou de la science, c'était non seulement de découvrir et d'apprendre. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, mais c'est aussi d'en parler après, de communiquer en fait sur des choses qui me passionnent. Et comme la recherche, l'expérience de thèse m'avait clairement confirmé que j'avais pas envie de la faire. Par contre, il y a un vrai truc avec les chercheurs, c'est que pour une bonne partie d'entre eux, ils sont très doués pour faire de la science. Ils sont beaucoup moins doués pour en parler, notamment auprès de gens qui ne sont pas à même de la comprendre parce qu'ils n'ont pas le background nécessaire. Et c'est juste de comment est-ce que des chercheurs peuvent parler au grand public, aux institutions et à tout ça. Donc j'avais fait un master, j'avais commencé un deuxième master puisqu'un seul ne suffisait pas pour faire de la communication scientifique avec 2 parcours possibles. C'est soit de faire du journalisme scientifique, vraiment, donc comme ce que je fais sur Comicsblog, mais pour la recherche dans la science. Tu parles des dernières éprouvettes à la mode, Tuba Essai qui vient de sortir de chez... Non, mais il y a des choses sympas, mais... Urban Tuba Essai. Un très gros challenge aussi pour le journalisme scientifique de ne pas verser dans le sensationnalisme pour rien, tu vois, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Chickenosaurus, parlons-en. Ouais. Et l'autre solution, c'était de faire de la communication en fait pour les laboratoires, c'est-à-dire pour faire un passerelle, si tu veux, entre des mondes qui ont un peu du mal à se parler entre eux. Et alors que j'étais dans mon deuxième stage, dans mon stage de fin de M2, et là aussi, je devais monter sur Paris, puis Sullivan est venu me voir. Enfin, il a dit si tu montes sur Paris, attends, il faut qu'on se parle, j'ai un truc à te proposer. Et pareil, il m'a fait est-ce que à la rentrée on recrute, est-ce que tu veux intégrer la boîte, être rédacteur pour Comics Blog, machin.
Ce qui forcément m'a intéressé dès le départ, même si j'avais forcément des scrupules un peu, puisque historiquement, on va dire que Mixblog et CPNS, ça restait les deux plus gros sites. La guerre froide. Hein La guerre froide. Non, pas la guerre. Non, parce qu'avec Mixblog, on avait fait pas mal de choses ensemble. On avait fait notamment PCO, on avait fait la conférence BVS, la fameuse. On avait fait des interviews de Bruce Team ensemble. On avait fait le podcast Suicide Squad avec Thibaut, donc on se connaît. Pour ce toujours, voilà, on s'est toujours raisonnablement apprécié. Bah ouais, bien sûr. Non, mais les deux podcasts Suicide Squad, parce que moi j'avais été les voir à l'époque. Bon, d'ailleurs, je suis pas très fier de ce podcast, mais parce que j'étais complètement. Voilà. Mais ouais, enfin, tu vois, même Manu, ça a toujours été un pote. Il y a toujours eu une proximité, de toute façon. Donc, ouais, mais c'est juste que vu forcément, c'était quand même. Ça me faisait marrer. Enfin, il n'y a pas eu de drama ou de shitstorm. Je sais qu'il y a eu quelques gens qui ont eu des réflexions un peu nulles, mais c'est normal. C'est Internet. Mais du point de vue extérieur, c'était Comics Blog qui vient recruter le rédac chef de DCP, tu vois, genre ouais, le mercato. Bon, j'aime ça. C'était marrant parce que j'avais vraiment. Non, mais c'est ça. Mais ce qui me faisait marrer, c'est que ça me donnait un peu l'impression d'avoir une importance, tu vois, dans ce domaine, alors qu'on est bien peu de choses. Anyway, j'ai quand même pesé le pour et le contre, puis je me suis dit quand même que dans une vie, je pense que ce genre de proposition, ça t'arrive vraiment pas souvent. Et j'avais aussi besoin de mon côté de bouger un peu de Strasbourg, parce que moi j'ai toujours vécu à Strasbourg ou dans ces environs. Enfin, je veux dire. Non, c'est très bien, mais la boue. Donc j'ai fait, allez, on va à Nantes, soyons rédacteurs dans l'équipe, et voilà. Et donc ensuite, les mois ont passé, l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de fin 2017, début 2018, je suis passé rédacteur en chef sur le site, et maintenant, on tient la barque avec ce très cher Corentin. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes sur la transition. On abordera probablement ça un jour quand on parlera de ce qu'est une boîte journalistique aujourd'hui. Ouais. Mais sachez juste, je le dis pour que ce soit, puisqu'on est dans l'idée de casser les fantasmes, nous on a voulu prendre la place de personne. Hein. Quand on est arrivé sur Ars, on avait une bonne équipe. Enfin, vous savez très bien que par exemple République et Arnaud ont toujours été de grands guignolos qui s'adorent mutuellement. Mais voilà, les difficultés ont été là. Nous on a voulu continuer cette aventure-là. D'autres ont fait des choix différents, et dans une boîte qui avait quand même, parce que c'est vrai que moi, pour avoir vu du coup, parce que j'en reviens là-dessus, j'étais lecteur au départ, et je pense que comme tout le monde, on a un peu cet attachement à la bande de potes qui était l'équipe. Mais si tu veux, moi j'étais lecteur de Comics Blog, j'étais un peu hater même de Comics Blog à un moment donné, et après j'étais juste j'essayais de faire les choses différemment, enfin parce que j'étais pas toujours d'accord avec tous les choix éditoriaux que faisait la news Coupe Mulet, tu vois, par exemple. Ouais. La fameuse. J'étais pas toujours d'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, mon premier échange avec Sullivan, c'était sur Twitter en fait. Et moi, je venais de m'inscrire. Et c'est vrai qu'il avait fait un petit. Il n'y avait pas de thread à l'époque, quoi, mais il avait fait un truc comme quoi c'était vachement important de créditer les artistes et tout ça, machin, sur les trucs. Et je lui avais dit un truc du genre, ouais, mais toi, tu t'es même pas capable de créditer les coloristes quand tu fais des news de prévu, tu vois. Ouais, tu vois, je lui avais fait un petit fion comme ça. La dissidence. Non, mais et lui, il me fait, toi, retourne faire des news sur les abdos de Ben Affleck. Il m'a séché comme ça. Et pourtant, il s'adore. Non, mais après, j'étais direct allé le voir en même temps en disant en fait ouais c'est débile de se parler comme ça désolé. Bref, et ce que je veux dire c'était que du coup j'étais concurrent, enfin lecteur, hater, concurrent, machin, mais ce que j'avais toujours admiré chez Arts et chez Comics Blog, c'était quand même justement le fait qu'ils aient réussi à monter une boîte et qui, en tout cas du point de vue extérieur, malgré parfois des difficultés apparentes, ils étaient toujours là, et moi je trouve ça juste super important d'avoir ce type de structure qui existe dans le paysage français, parce que c'est rare. Je dirais pas que c'est une exception, parce qu'il doit y en avoir d'autres aussi, mais c'est une rareté qui mérite d'être particulièrement en comics, qui est un médium qui est pas très mainstream du tout en fait. Là, c'est pas mainstream, mais c'est toujours en plus c'est cette histoire le mainstream des films est tellement hallucinant par rapport en fait à la bande dessinée qui reste un marché niche, et je trouve ça tellement disproportionné. Mais tu vois, le truc c'est que justement moi comme toi en fait j'ai toujours été admiratif de ça, et justement en tant que mec qui a voulu être journaliste à un moment donné et qui a un peu renoncé parce que les structures classiques sont un peu castratrices, quoi, tu vois. Enfin, moi je trouve que les meilleurs critiques aujourd'hui c'est pas des professionnels, c'est des blogueurs, tu vois. Mais ça le fait qu'on est des blogueurs, hein. Non, mais nous on n'est pas les meilleurs critiques, hein, faut quand même pas se mentir. Mais en comics je sais pas, je connais pas trop la concurrence, mais tu vois, le fait est que pour avoir du coup vécu Arts de l'intérieur, c'est vrai que il y a eu beaucoup de fantasmes, je pense. Et quand on voit justement comment la boîte a évolué,
Je vais pas parler à la place des anciens, hein, c'est pas mon rôle évidemment, mais on se rend pas forcément compte de des difficultés que eux ils ont traversées, et que même si effectivement il y a un truc qui était très précieux à cette boîte, la façon dont elle fonctionnait à l'époque, et même moi je suis comme vous, hein, je suis nostalgique quelque part parce que en tant que rédacteur j'adore ce que je fais, mais en tant qu'auditeur de podcast, l'équipe me manque, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a des voix comme Jay ou Manu qui justement sont des mecs absolument géniaux à écouter. D'ailleurs, écoutez le Coin Pop si c'est pas encore fait, le podcast de Manu ou Outrider pour République et JB et Phobos, qui sont des podcasts géniaux et qu'on vous recommande évidemment. D'ailleurs, il y a ma copine qui passe des fois dans l'un ou l'autre, donc je suis content. Mais on se rend pas forcément compte quand on est du côté de l'oreillette, de tout ce que ça représente en fait pour eux, comme sacrifice, comme bilan financier compliqué à gérer. Et nous, on est arrivé à un moment donné en fait où il y avait une transition à opérer, où ça devenait entre guillemets plus une vraie boîte qu'avant, qui devait assumer ses conneries et compagnie. Et donc, bah forcément, on tout dans un comparatif qui est naturel. Mais comme je disais dans les commentaires d'un podcast, faut bien comprendre qu'à une époque, première ou ce que vous voulez, c'était des trucs montés par des petits potes qui faisaient leurs trucs entre eux, et qu'il y en a qui sont partis, et qu'il y en a qui ont changé de métier, etc. C'est un truc qui est normal, c'est le renouvellement des générations. C'est aussi difficile dans un monde d'aujourd'hui où justement il y a les blogueurs, les tweetos, les youtubeurs, etc. qui prennent les parts de marché de la presse. Nous, on essaie de faire notre boulot du mieux qu'on peut, mais on n'a évidemment pas aucune prétention à entre guillemets annuler l'esprit d'hier. On fait un truc différent, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est vrai que quand tu vois le truc vraiment de près et que t'entends de leur bouche en fait comment ça s'est passé, on apprend à relativiser un petit peu le beau rêve qu'était Arts, et à réaliser qu'en fait la presse aujourd'hui, bah c'est difficile quoi. Ouais, c'est très difficile, mais et ça a après, été difficile pour eux, même pour nous sur DCP ça a été difficile, et voilà quoi. Et je pense que ça reste quand même une forme de rêve dans le sens où la structure est toujours debout et quand même assez, Oui, bien sûr. assez solide à l'heure actuelle. Mais justement, puisqu'on parle de boulot un peu, est-ce qu'on, je pense qu'on peut Voilà. aborder un deuxième point un Quotidien peu. de la rédac. Voilà, qu'est-ce que c'est un peu le quotidien de la rédac, pour pas non plus vous imaginer que. Alors je sais pas, mais après nous on sait pas ce que vous imaginez. Et on n'est pas là pour vendre du rêve ou au contraire essayer de désacraliser un peu notre façon de fonctionner, mais grosso modo, on est des gars Ah bon qui sont des gars qui sont derrière des ordinateurs avec un accès internet, et ça c'est Waouh. non mais après non Un mais bien premier sûr, fantasme vient d'être brisé. voilà, mais ça c'est quand même un peu la majorité du temps qu'on passe, c'est de toute façon soit devant un ordinateur, soit avec un bouquin entre les mains, grosso Ou un modo. café Et un café. entre les mains. Ça reste c'est pas le boulot le plus physique, mais ça veut dire, mais par contre, il y a vraiment genre première idée reçue, c'est qu'on s'amuserait que à traduire des news américaines. Et ça, c'est faux. C'est faux à deux égards parce que d'une part, parfois les sites américains, justement, et ça on n'y viendra plus en détail quand on fera vraiment les articles sur le podcast sur les articles pièges, sur les clickbait, c'est que en fait t'as plusieurs étapes dans ce processus. C'est que oui, on va reprendre des news américaines parce que, bah pourquoi? Parce qu'en fait le comic book c'est un média américain, donc 80% de l'actualité de ce média va venir des États-Unis. Ah oui. Donc ça on peut Tout pas. Comic book, c'est la bande dessinée Voilà. aux États-Unis, donc tout se fait aux États-Unis. Les scoops se font aux États-Unis, la rencontre avec les artistes se fait aux États-Unis, les éditeurs sont aux États-Unis. Voilà, donc ça on peut pas l'empêcher. Ça c'est Voilà, juste on peut qu'on essayer est. de parler de la partie française. Mais aussi, c'est sûr que ça pourrait être très, très différent si on avait des locaux aux États-Unis. Mais après, ça obligerait de vivre aux horaires français aux États-Unis. C'est Oui. pas ultra super sympa. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une production de news, justement, d'actualité qui est très importante. Et par rapport à, si tu veux, à la place que prend cette culture en France, bah nous, et juste par rapport à nos moyens humains, on n'a pas la place de tout traiter. Donc il y a déjà une première étape. En fait, c'est juste de faire le tri entre qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être traité sur le site, qu'est-ce qui peut, à la limite, rester aux États-Unis, ou alors sera traité par des gens qui auront peut-être, alors pas plus de moyens ou pas, parce que moi enfin, tu me diras si tu penses pareil, mais j'estime qu'il y a quand même quelque chose de plus intéressant à voir enfin si tu veux de la news, enfin sans nous jeter des fleurs, tu vois, mais je préfère miser sur la qualité plus que forcément la quantité. C'est-à-dire que je me rappelle qu'à une époque, notamment, bon parce qu'on était plus nombreux et tout, mais sur DCP on faisait pas mal de news sur les toys et tout ça. En vrai maintenant j'en fais une de temps à autre quand voilà les previews d'épisodes de télé. Maintenant je trouve que il y a pas trop d'intérêt à les faire parce que c'est vrai que ça permet de remplir, et je t'avoue que parfois quand il y a une statuette que je trouve vraiment jolie, je me dis ah bah ça j'ai envie de la partager, tu vois, mais il y a plus de systématisme à vouloir parler de tout absolument. Et c'est vrai que même parfois il y a des annonces de comics mais qui sont chez des éditeurs tellement petits, et dans des structures enfin dont on sait qu'il y a aucune chance en fait qu'ils arrivent en France, même par les comic shops français, que je me dis à quoi ça sert d'annoncer un truc, de parler d'un truc que de toute façon vraiment personne ne va lire, tu vois.
ça me fait un petit peu chier, mais il faut aussi être réaliste par rapport à... Voilà, ça Et puis aussi autant, enfin la journée ne fait que 24 heures entre guillemets, on prend déjà beaucoup de notre temps personnel parce qu'évidemment chez nous le 35 heures n'existe pas, hein. Enfin pour Arnaud, moi techniquement je devrais être un truc comme 18 Alors heures techniquement, après, sur alors ma voilà, paye, non mais... mais, non mais faut quand même bien comprendre que techniquement on est sur des contrats à 35 heures, on est, tu vois, mais mais oui, ça nous arrive voilà, de dépasser, bien ça nous entendu. arrive régulièrement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre décision en fait. On n'est pas obligé par personne de faire ça. C'est-à-dire que j'ai. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si Non, mais je sais pas pourquoi tu tu précises ça, évidemment. Enfin, c'est de la passion, donc tu comptes pas tes heures, c'est le principe. Non, mais je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas forcé parce que techniquement, si demain je décide de faire mes 35 heures vraiment et de les faire vraiment, bah, je peux les faire. Et il y aura, enfin, voilà. Il y aura peut-être moins d'activité sur le site, il y aura peut-être moins de trucs, mais techniquement, c'est faisable, quoi. Donc, mais le problème avec quand tu parles sur Internet et que tu parles d'actualité, bah, c'est que l'actualité, quand tu as fini ta journée, ben, elle ne s'arrête pas. Et voilà, et C'est-à-dire particulièrement à cause du que décalage horaire, effectivement. l'actualité, elle connaît pas les vendredis soirs, elle connaît pas les week-ends. Donc ça oblige un petit peu, si tu veux, à bosser, pas forcément tout le temps, tu vois, mais enfin techniquement tu pourrais. Et je l'ai fait pendant une partie, je l'ai fait un moment et non, c'est pas une bonne chose à faire. Mais tu peux bosser de 8h à 23h sans interruption et le samedi et le dimanche et tu auras toujours quelque chose à faire. Tu auras toujours une actu à traiter, tu auras toujours des bouquins à lire, tu auras toujours une chronique à faire. C'est bien parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est bien aussi de se rappeler que tu vis pas forcément que pour travailler. Tout à fait, Arnaud. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de notre travail, donc dans le relais de l'actualité, dans la rédaction. Et c'est pareil hein, pour tout ce qui est chronique, podcast, critique. Ouais. C'est un peu ce qui constitue la base de notre travail. Mais par rapport à l'actualité, oui, il y a un autre truc que je voulais aborder, c'était, en fait, il y a une actualité du comics en France. Il y a une réelle actualité là-dessus et c'est pour ça que nous, on y accorde de l'importance parce qu'on veut vraiment faire vivre ce milieu de l'édition en France, même si ça reste un marché niche. Et c'est pour ça que vous nous voyez tout le temps parler des annonces de ce que les éditeurs proposent quand il s'agit d'éditer des comics. Donc forcément, Urban, Panini et Bliss en particulier, vu qu'on fait vraiment tout ce qui est licence super-héros. Mais on a aussi du iComics, du Delcourt en fonction des œuvres. Et on en parle sinon sur 9e art quand c'est vraiment l'indé en VF. Donc ça, c'est toujours des petits ajustements en fonction de notre ligne éditoriale. Mais voilà, quand les éditeurs font des annonces de collection, de nouveaux ouvrages, on est là pour en parler. Justement, on est en contact avec eux un petit peu pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort, et essayer de voir s'il y a parfois un peu de l'info entre guillemets exclusive et gratis. Par exemple, l'annonce du bimestriel Batman, le nouveau kiosque d'Urban. Ben voilà, moi, ça faisait, maintenant on peut le dire, mais tu vois, ça faisait des mois que je savais qu'il allait changer le format et que je lui demandais, régulièrement. C'est un truc qu'on pourrait vite fait aborder aussi. C'est le fait qu'on a une position privilégiée parce qu'on est au contact avec les éditeurs, c'est-à-dire que on peut savoir bien à l'avance en fait ce qui va arriver, ce qui va sortir, mais on essaie de fonctionner en bonne intelligence pour. Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais aborder. C'est en fait la communication interne des éditeurs, puisqu'on est en France et qu'en France, par exemple, il y a une culture très particulière qui est pas la même aux États-Unis. Par exemple, c'est qu'en France, on donne pas de chiffres. Tu vois, par exemple, on donne pas les chiffres de paye, on donne pas les chiffres de vente, on donne pas les tirages, etc. En tout cas, pas en micro. Il y a des tirages qui sortent, enfin pour le livre hebdo par exemple, tu vois, t'as des données, des GFK aussi qui parfois publient des rapports. Ouais, mais du coup, grosso modo, nous, on sait travailler avec les éditeurs qui ont bien conscience qu'ils sont sur des marchés qui sont compliqués à travailler, compliqués à développer, et le fait est que l'une principale source de nos revenus vient de la fiche publicitaire, donc quelque part on est aussi un petit peu obligé justement de tenir notre langue sur pas mal de trucs. Mais ça n'a rien à voir et avec qu'on ça. évite, non mais j'ai pas qu'au niveau critique, hein, je dis au niveau sinon ils arrêteront de nous parler, c'est tout. Voilà. Et le but c'est pas ça, tu vois, le but c'est pas de faire du journalisme total à la Monsanto, à la Edoui Plenel, tu vois, l'idée c'est aussi justement de véhiculer la culture comics en France. Et je voulais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'était pas juste des traducteurs de news anglophones. Ouais. Alors il y a un truc qui est très clair, c'est que sur internet les gens ne supportent pas qu'on soit pas de leur avis. Quand par exemple tu fais une news et tu fais une blague sur Arrow, c'est un exemple à la con, hein, mais t'as des gens que ça va énerver, t'as des gens que ça va faire réagir, bouillir à 100, etc., qui vont te dire mais ta gueule, si t'es pas content, arrête d'en parler, et qui vont justement invoquer la sacro-sainte neutralité journalistique pour te dire comment faire ton travail, ce qui est un truc tout à fait commun que tous les organes de presse ont eu à affronter à un moment donné. Ouais, alors. Mais la vérité, c'est que notre ligne éditoriale à nous aussi ne passe pas par justement le fait d'être un simple relais d'actualité pour des majors que sont Marvel et DC.
Notre but, en gros, c'est pas juste de traduire des communiqués de presse pour faire la promo de tel Non. projet, etc. On essaie d'avoir un regard critique, et c'est le cas par exemple sur Marvel Comics 1000, tu vois, où on doit dire aussi qu'au lecteur, quand on pense que ça pue la merde, quand on pense qu'il y a vraiment un problème ou un danger qui arrive, ou même simplement quand un procédé nous choque, évidemment qu'il faut justement le dire, et la ligne éditoriale de Comics Blog va là-dedans en fait. C'est de pas simplement être des relais publicitaires pour les éditeurs qui soient français ou anglais, et aussi justement d'apporter un regard critique. Ouais, parce que sinon, en fait, on peut juste copier-coller le communiqué d'annonce Voilà, de parce Marvel que font Comics beaucoup de 1000 sites, de Marvel. parce que font beaucoup de sites anglophones qui justement on récupère les communiqués de presse dans les mails. C'est plus et facile les pour eux postent parce tels quels. qu'ils sont en anglais, donc ils ont vraiment juste à faire littéralement un copy-paste. Voilà. Mais et de deux, le truc par rapport à ce que tu dis, genre si vous aimez pas, n'en parlez pas. Mais en fait, nous on choisit pas. En fait, l'actualité elle est escalée, tu vois. Je veux dire, techniquement, t'as fait par exemple la news d'un trailer de Kathy Keane, le spin-off de Riverdale. Personnellement, enfin nous deux, on s'en bat la race, vraiment. On s'en bat la race. Mais c'est Oui, une oui. adaptation de comics tirée des Archie, machin. Bah, faut qu'on en parle parce que ça reste aussi une actualité dont il faut parler. Et du coup, alors, qu'on y aille d'un commentaire ou pas, là tu as été plutôt généreux parce que vu qu'on n'a pas encore vu, on peut pas en critiquer forcément la chose. Mais Enfin, j'y vais avec méfiance quand même, tu vois. non, mais c'est quand même la différence entre le blog, justement, enfin entre le blog et le site. D'ailleurs, il faut savoir que comicsblog.fr, c'est un site de presse en ligne qui est reconnu par le gouvernement, par l'État français, par le ministère de la Culture. Hein. Même si C'est pas un blog, malgré ce que le titre indique. voilà, c'est pas un blog, c'est comme Gameblog, mais en Ça, comics. si vous me on va posez la dire, quoi. question, Sullivan est sur Twitter, pourquoi le site Comics Blog, voilà, le nom de Comics Blog, voilà. Bah, c'est Gameblog. C'est un nom comme un autre. Oui, c'est ça, ouais. Non, ça vient vraiment de là, ouais, je crois. Parce bien que sûr. justement, il était pote avec Gameblog quand il était passager. Ouais, je sais bien. Ouais. Bref, et ce que je veux dire, c'est que bah, c'est pas juste il y a un truc qui nous plaît, on en parle en faisant un commentaire dessus, en disant c'est Ah, cool. bah oui. Et s'il y a une actu qui nous plaît pas, bah, on n'en parle pas. Non, s'il y a une actu qu'on n'a pas envie de parler, bah, on la traite quand même. Puis tu ça vois. fait partie en fait du fait d'accompagner un discours critique qui passe aussi par l'actualité, par les news, par les articles de fond quand ils arrivent, hein, malheureusement, voilà. Les journées de 24 heures, encore une fois, j'ai de boulot, on a beaucoup de trucs à faire, etc. Mais le fait est que construire un discours critique, c'est pas juste écrire une critique, c'est aussi justement proposer quelque chose de suivi qui passe par, comme pour Hellboy où on avait un peu vu l'iceberg venir, hein, et on s'est pas retenu de le dire, tu vois. Moi, on me dit souvent, justement, tu dois être subjectif dans tes critiques et objectif dans tes news. Et en fait, je me remarque que je fais un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai un objet à critiquer, je me mets un peu une sorte de pression au sens où, justement, tu dois parler d'un produit culturel, d'une œuvre, d'art, éventuellement, et te mettre à la place du mec qui va le lire, qui n'aura pas forcément les mêmes goûts que toi. Et du coup, je suis limite plus objectif et plus dans la retenue. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre de mauvaises notes quand je fais une critique. Ça se remarque, je pense, je suis beaucoup moins d'humour sarcastique ou quoi quand je fais une critique, parce que justement j'essaie d'être plus bienveillant ou simplement en fait plus neutre du fait que le mec qui va le lire on a rien à foutre de savoir ce que Corentin de Comics Blog en pense, tu vois. Il faut essayer de construire justement une analyse pertinente, intelligente et qui passe par des biais qui sont pas juste ta subjectivité. Du coup, entre guillemets, c'est presque à travers les news que on donne un avis qui est plus intéressant, qui est en fait l'avis du suivi éditorial de la boîte, qui est en grosso modo essayer justement de défendre un boulot de passionné, une passion qui est du coup lecteur de comics. Et le fait est que, par exemple, pour le cas de Kathy Keane ou compagnie, tu vois, quand on voit justement que le Hollywood va piocher dans la culture séquentielle pour faire des produits de commande qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée au départ, on a le droit, nous, en tant que passionnés de bande dessinée, de trouver ça un peu insultant qu'on prenne notre culture pour en faire des baraques à frites, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que c'est un discours qui est cohérent, pertinent, et je suis assez content justement que Comics Blog défende ça. Ça a toujours été le cas, que ce soit à travers les podcasts ou les news. Et autant je peux comprendre que ça casse un peu les couilles, mais ça fait partie justement de notre différenciation, qui n'est pas simplement d'être des traducteurs de Google, tu vois. Mm. Ouais, Voilà. puis c'est de donner, c'est pas que de donner, enfin c'est pas, comme tu dis, c'est pas, on donne notre avis en fait. C'est avoir une forme de regard critique qui reflète un peu une façon de voir qu'on a sur Comic Blog, ce qui n'empêche pas qu'on soit pas forcément du même avis sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'il y a les podcasts aussi pour en débattre ou pour commenter plus en détail et qu'on devrait faire plus d'édito effectivement à l'écrit pour apporter plus de points de vue, parce que c'est vrai que parfois on peut être par exemple un peu caustique sur l'un ou l'autre sujet parce que nous on sait, enfin on en a parlé, on a suivi, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive, qui a pas le suivi derrière de tout l'historique peut se dire ah merde, mais en fait c'est juste des gars qui donnent leur avis sur des news et non, c'est pas déjà, enfin comme dit en plus, moi je trouve pas forcément qu'on le fasse systématiquement à chaque fois. Non, personnellement, j'essaie d'écouter les critiques et de le faire de moins en moins, Ouais. en tout cas sur les vannes vraiment trop sales, parce que certains en douteraient, mais oui, nous lisons tous les commentaires, évidemment, et on essaie de prendre en compte l'avis de ceux qui sont pertinents et pas juste injurieux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Yes. On va pas se mentir, quelques-uns. Voilà, Oui, une mais petite ça poignée de fans durs. c'est le. Et aussi les gens qui adorent détester, Ouais. et on vous salue.
Mais voilà, votre visibilité n'a pas d'odeur. Voilà, donc il faut savoir aussi donc, du coup qu'une autre partie de notre travail, c'est d'être au contact de tous les gens de la culture comics en France, hein, c'est-à-dire que comment dire très simplement, c'est juste qu'on va avoir des rendez-vous avec les éditeurs pour savoir c'est quoi qui arrive chez eux et essayer de s'intéresser. Les orgas des conventions. Voilà, qui est-ce qu'ils vont ramener en convention? Est-ce qu'il y a moyen de faire des interviews, de préparer des conférences, de faire des choses comme ça, aussi de juste dire est-ce que tu veux venir en podcast? Parce que là, on est en train de monter Super Friends et ça nous intéresserait de parler de choses avec toi. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, ça, c'est une partie que je préfère un petit peu. C'est vraiment Très bonne idée, Super Friends, Arnaud, si je peux brosser les poils. Vas-y. Avoir vraiment cette. Et ça, c'est quelque chose. Alors, je dis pas, hein, les éditeurs sont pas inaccessibles. Et je vois souvent des gens, enfin des éditeurs passer ou des gens qui passent sur des sites qui sont amateurs parce que les gens ne sont pas payés. Hein, c'est la seule distinction que je fais. Mais on a quand même une position qui est plutôt privilégiée par rapport à là où on se trouve. Et justement, on essaye d'en profiter un maximum et d'en faire profiter un maximum les gens. C'est pour ça que depuis le début de l'année, vous avez eu déjà presque 20 interviews d'artistes sur Comics Blog. Il y en a 3 qui attendent là depuis un mois, qu'il faut absolument que je fasse. Là, on a un crowdfonding qui a pris du temps aussi. On a d'autres projets qui prennent également du temps, mais voilà, on essaie vraiment de faire vivre, de se déplacer aussi dans les conventions. C'est aussi toute une autre partie du boulot, hein, c'est de se déplacer en convention, de faire des conférences. C'est plus ton boulot, du coup. Là, c'est plutôt moi qui m'en occupe, effectivement, puisque je suis à temps plein, donc c'est normal aussi. Les week-ends au ciné, donc voilà. Et il y a tout ce qui est présence aussi aux projections, presse, des films, qui est plutôt plaisant. Oui, ça dépend des sites. Ça dépend des films, en fait. Ouais, c'est sûr que ça dépend des films. Non, t'as l'orga des concours aussi. Ouais, faut organiser des concours. C'est con, mais c'est la moindre tâche, en fait, peut bloquer le temps. Puis après, voilà. Les visuels à créer, etc. Enfin, même ça, mais l'affichage publicitaire aussi, qui est aussi une partie qui prend du temps. Bon, heureusement, on a Guillaume maintenant, mais voilà. Il y a un truc qui va nous permettre de faire une transition, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Puisque pareil, pour ceux qui croiraient que l'algo Google fait 100% des vues et que en gros on se fait chier à mettre des mots-clics, des mots putaclic dans le titre pour ramener des gens, faut savoir qu'en gros le trafic aussi est beaucoup généré par la page Facebook et Twitter. Ouais, mais pas majoritairement du coup. Pas majoritairement, mais ça prend quand même pas mal de temps aussi, parce que du coup il faut qu'on gère les partages dans la journée avec un flux d'actualité qui doit être modéré, etc. Et moi, un truc qui me prend beaucoup de temps, en tout cas beaucoup moins maintenant, mais c'était le cas à une époque, c'était de répondre aux commentaires. Oui, alors répondre aux internautes, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, faut-il le faire ou non? Ouais, vaste débat. Je pense que ce serait limite un beau sujet de podcast, justement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont choisi de supprimer les sections commentaires comme Télérama ou quoi, pour en fait. Pas Télérama, pardon, je pense à un autre site. J'ai lu l'article sur Télérama qui parlait de ça en fait. Parce qu'en fait, les gens en ont marre et ça démotive un peu les bons posters de se faire engueuler par des gros trolls. Ah, bien sûr, c'est toujours ceux qui ont les avis les plus négatifs qui seront les plus prompts à s'exprimer. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous écoute. Ça, c'est des choses qu'on a largement entendues, notamment en convention, en rencontrant nos lecteurs, c'est on leur fait mais vous commentez un petit peu vos trucs, non moi je viens tous les jours mais je commente jamais. On fait mais pourquoi? Non mais après ça voilà, moi je suis pas contre. Je pense que il y a plein de il y a plein de facteurs qui l'expliquent et on peut même juste reprocher à Comics Blog d'avoir une structure de commentaires qui vieillotte et qu'il faut la remodeler. C'est aussi un réflexe très humain dès que s'exprimer quand t'es pas content, plutôt quand t'es content tout va bien, donc t'as même pas besoin de le faire remarquer quoi. Mais après voilà, c'est pas qu'une question de juste dire je suis content, mais juste de donner son avis. Genre je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que j'adore ce que Juan Ferreira a fait sur Green Arrow et sur Gotham by Midnight, donc je suis content de le voir sur Killmonger, tu vois. C'est très con à dire. C'est un déficit que j'ai par rapport à DC Planet justement, c'est que je trouve qu'on manque de communauté justement, enfin manque de communautarisme au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est parce qu'on n'a pas de forum. On est assez fiers justement dans les soirées qu'on a organisées de voir justement des lecteurs qui se rassemblent autour d'une table avec une bière et qui commencent à parler et à se présenter, à devenir potes et compagnie. Ça c'est un truc justement que je trouve qui manque un peu sur le web aujourd'hui. On a quelques gros posters, James Mélange par exemple qui lui commence à être identifié, j'imagine parler avec des gens en dehors de l'espace commentaire. Mais c'est vrai que le fait justement de pouvoir interagir, de pouvoir partager des passions aussi, c'est un truc qu'on pourrait développer à l'avenir, eventually. Oui. Voilà, je te vois bon, t'as l'air passionné par ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on passe au défi de la presse moderne? Ouais, un peu parler de ça, parce que là, on vous a fait quand même un topo global de ce que c'est notre métier. Il faut savoir, parce que je sais pas si on désacralise la chose, mais effectivement, on n'est pas. D'ailleurs.
on bosse avec les éditeurs, on bosse aussi avec les studios, en tout cas les antennes françaises des studios, c'est-à-dire qu'on est en contact avec Warner, Sony, Disney, tout ça. Mais si jamais vous aviez un quelconque doute là-dessus, mais je sais que si vous nous écoutez, c'est que vous n'avez pas ce genre de fantasme et que personne ne nous paye ou ne nous a jamais donné quoi que ce soit pour qu'on dise Tu du veux bien vraiment répondre d'un à ça? film ou pas. Non, mais ça, pour moi, ça me paraît évident, mais je te jure que c'est pas évident. Ouais, mais ça en Il y a vraiment certaines personnes qui voudraient, Ouais. qui croient qu'on a un agenda pour faire du mal à un studio, dire du mal d'un film parce qu'on a été Non, payé t'as par la raison. concurrence. Mais je prends juste un exemple. Je veux dire, Aquaman, je l'ai défoncé. Enfin, par Oui. exemple, hein. Et Shazam, tu l'as adoré. Ou Venom, tu vois, je l'ai aussi défoncé. Alors que Bah, je suis Spider-Verse, t'as toujours. adoré. Voilà, alors, et ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas été blacklisté par Sony ou par Non, bah non, par bah de Warner. toute façon, Hein. c'est très rare que les Et, sites soient blacklistés en général, puisque en France, on a quand même une presse qui est assez active et très, très sonore. Mais t'as raison, il faut en parler vite fait. Grosso modo, le fait est qu'il y a une détestation générale de la presse, particulièrement dans ce pays, puisque tout le monde se méfie de la presse, les politiciens instrumentalisent le peuple pour avoir ouais, peur mais de là, la on presse. parle de presse Là, culturelle. c'est la presse tu vois, culturelle et spécialisée. c'est Oui, mais différent. entre guillemets, beaucoup de joueurs de comics sont aussi des joueurs les joueurs de comics sont aussi des joueurs de jeux vidéo parce que les communautés se ressemblent, etc. Le fait est, par exemple, que dans la presse jeux vidéo, il y a eu les fameuses affaires de corruption qui ont été réelles et sincères, les fameux Doritos Gate et compagnie, à une certaine époque de ce moment-là, parce que, en fait, trop de gens s'étaient engouffrés dans la brèche de la presse web parce que ça allait plus vite, parce que c'était plus direct, parce que le magazine était sur le déclin, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de sites qui se sont créés très vite que les publicitaires, qui donc sont le revenu principal de ces systèmes-là, de ces écosystèmes-là, ont commencé à baisser les revenus publicitaires à un moment donné, et que donc il a fallu trouver d'autres moyens de faire de l'argent, et c'est là que sont apparus les partenariats annoncés ou pas annoncés. Et heureusement, c'est devenu assez éthique et assez sain depuis. C'est-à-dire que maintenant, tu es obligé d'annoncer quand c'est un truc sponsorisé, etc. Mais il y a une époque, c'était beaucoup moins le cas. Il y a eu des vraies affaires de corruption chez tout le milieu. Parce que les gens, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'aiment pas quand on n'est pas d'accord avec eux sur Internet. Du coup, si par exemple tu mets une mauvaise note à un jeu vidéo, en l'occurrence, que toi t'as aimé et que du coup tu penses que le journaliste est forcément un gros con qui a rien compris, c'est plus simple de dire que c'est un vendu. Et par exemple, les forums 1825 de jeuxvideo.com regorgent de ça. Hein. Moi j'ai aimé le jeu, le critique non, donc forcément c'est un sac à merde qui mérite la mort et forcément c'est un vendu, etc. Et il faut savoir que nous, dans notre communauté, on a aussi des fans toxiques, hein, évidemment. Bah, regardez les fameux rédacteurs, pour fondeurs de la Snyder Cut et compagnie, qui ont harcelé des gens pour de vrai. Pas tous, hein, si vous voulez la Snyder Cut, je dis pas que forcément vous êtes un connard, je dis juste qu'il y en a qui ça existe. Et particulièrement Comics Blog, justement, a aussi souffert de beaucoup d'accusations de corruption ou même de parti pris, parce qu'ils étaient, soi-disant, anti-DC. Tu vois, ça a été un peu leur répute à une époque. Moi, ce qui est marrant, c'est que justement, j'ai vécu ce truc-là de l'intérieur et ça m'a vraiment fait relativiser tout ce discours-là. C'est que quand Gotham est apparu, j'ai été optimiste, je pensais que ce serait bien. Du coup, j'ai dit du bien de Gotham et j'ai dit du mal de série CW. Du coup, on m'a dit que j'étais un anti-CW. Plus tard, quand j'ai dit du bien de Flash et du mal de Gotham, en réalisant qu'en fait Flash, tu vois, ça allait et que Gotham, c'était vraiment de la merde, on m'a accusé de l'inverse. Donc, grosso modo, si tu veux, en fait, tu vois que c'est juste une question de fermeture d'esprit, que les gens peuvent te dire que t'es un skinhead, ce que tu veux, du moment que t'es pas de leur avis. Ils s'en foutent, le but c'est de te décrédibiliser. C'est pour ça que l'échange internet a beaucoup de mal à devenir pondéré et bienveillant. Et en vérité, les accusations de corruption, pour la plupart, parce que j'imagine que ça existe, les youtubeurs par exemple ou quoi, la plupart des accusations de corruption ou de sponsoring, etc., sont mensongères. Ça n'existe, c'est un vrai fantasme, ça pour le coup c'est un vrai fantasme. Vous pouvez sortir dans les commentaires si vous voulez votre dossier conspirationniste avec preuve à l'appui, regardez tweet là, etc. Parce que ça existe aussi, hein. Il y a des vrais tarés qui veulent absolument faire tomber la presse et compagnie. Faites-vous kiffer, hein, j'ai envie de dire, la vie est courte, hein, faut s'amuser. Même pour jeux vidéo, tu vois, j'avais demandé un SP pour le jeu Spider-Man en septembre pour pouvoir faire le test du jeu. Et le mec de Sony m'a envoyé un très joli coffret avec plein de goodies, machin. Tu vois, mais il m'a pas payé le tour en hélico, mais du coup, c'était une belle édition. Ouais, donc, ouais. effectivement, ça m'a fait plaisir. Et je crois que l'article s'appelle Spider-Man, une aventure pas si spectaculaire que ça. Donc, oui, c'est ça. Mais nous, on a cette y a chance. des moyens de se mettre les gens dans la poche. Mais en comics, c'est très rarement le cas, tu vois. Bah non, parce que de toute façon, c'est pas un milieu où il y a énormément de sous à se faire, en fait. Donc, même si on voulait être corrompu, il faudrait qu'on ait des gens qui puissent nous corrompre. Je croyais bien que si Disney, Warner ou Sony voulaient acheter des bonnes critiques, ce serait pas à nous qui s'adresserait. Non, parce que dans le meilleur des cas, on fera 20 000 lectures sur un article de critique. Ou plus, quand même. Oui, ou plus. Bon, mais peu importe, on fera jamais autant qu'Halluciné. Non, mais ce qu'on veut dire, voilà, bien entendu, on reste sur une culture de niche et si on est chiffre à l'appui, le premier site spécialisé de comics en France,
on reste un site spécialisé comics. Et en France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste un site spécialisé sur une culture qui représente 10% du marché de la BD en France, par exemple. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... Ce qui ne veut pas dire qu'on reçoit pas de mails de RP qui nous disent regarde, le trailer est sorti, vite fait une news. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas de la corruption, ils font leur boulot, qui est celui des communicants, donc ils essaient de trouver l'attention, c'est normal. Nous, c'est une actualité qui nous intéresse, donc forcément, voilà, ils n'ont pas besoin de nous l'envoyer, qu'on est déjà dessus en général. De toute façon, croyez bien que si on était payé par... justement, on n'a pas besoin de faire un crowdfunding pour la refonte des sites, tu vois. Et qu'en général, Arnaud s'habillerait un peu mieux, parce que là, c'est un peu ridicule. Mais tu vois, il y a des trucs... Et par rapport à ça, justement, il faut savoir aussi que... Mais on en reviendra peut-être plus en détail dans le clickbait, enfin pas en détail, mais disons que c'est un argument, c'est que on est salarié à salaire fixe en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'impératif de vues, de clics, voilà. de nombre d'articles ou quoi que ce soit. Techniquement, si je fais 100 articles dans le mois ou 50, à la fin je touche la même chose. Donc moi j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie que les sites progressent, tout ça, parce que j'ai de l'ambition pour le projet Comics Blog et pour Art en général. Mais si à un moment j'avais un regain de motivation ou que je décidais juste de faire mes 35 heures, techniquement je m'en bats les couilles parce que je serais pas moins payé à la fin. C'est ça, et ça on peut en parler justement dans les difficultés de la presse. Le fait est que je vais pas vous donner un cours d'économie marketing, mais grosso modo évidemment, si plus vous avez d'audience, plus vous pouvez négocier un tarif publicitaire qui sera onéreux. Maintenant il faut savoir qu'on a un nombre d'espaces limité sur l'affichage des sites, sur Comics Blog, 9e art et Sci Fantasy. Et même si on faisait 2 fois plus de vues, grosso modo, on pourrait pas maximiser cet espace publicitaire-là. On pourrait pas le multiplier par 2. Voilà, c'est ça en fait, parce que les sites ont une gueule particulière, qu'on n'a pas voulu mettre des pubs en plein milieu des articles comme certains. Il n'y a pas de honte, chacun fait son beurre comme il veut. Si les lecteurs s'y retrouvent, tant mieux. Nous, c'est pas forcément notre philosophie, on avait essayé des trucs, mais voilà, il se trouve que la plupart des temps, c'est plus gênant qu'autre chose pour le lecteur. Et que nous, ça nous correspond pas en termes d'esthétique de page vue. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans la presse moderne, si on veut par exemple parler à Warner, Disney, Netflix et compagnie, on peut essayer de le faire. Peut-être qu'eux justement s'intéresseront à la qualité ou au lectorat Condren parce que c'est un lectorat fidèle et compagnie. Mais il s'est passé un truc en 2013, 2014, 2015, c'est que aussi beaucoup de sites, voyant le succès des grosses productions que sont Avengers et compagnie, ont commencé à transcrire un peu leur ligne transgresser leur ligne éditoriale. Et je reprends sur Gameblog par exemple, qui est un site qui a commencé à traiter l'actualité des jeux vidéo. Jeuxvideo.com aussi. Jeuxvideo.com aussi, Kotaku, Polygon. Et d'ailleurs j'avais vu un tweet qui m'a fait mourir de rire où il y avait un mec qui disait ceci est un site de jeux vidéo, sur la page t'avais juste Game of Thrones et Avengers, quoi, grosso modo. Ah ouais. C'était assez mortel, je te retrouverai le tweet, c'était assez génial. Et nous en fait on se bat contre ces gens-là. Le problème c'est que le jeu vidéo c'est mainstream, ça draine des millions de gens, il y a des millions de joueurs en France, il n'y a pas de millions de lecteurs de comics en France. Non. Sauf que quand eux commencent à faire une news sur Avengers, et la plupart du temps ça va pas être des news aussi sourcées, documentées ou suivies que nous, parce que eux c'est une partie de leur ligne édito, elle est toute petite et entre guillemets c'est un à côté. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent s'en passer, mais ils le font parce que ça ramène des vues. Sauf que comme ils le font parce que ça ramène des vues, ils vont pas engager un mec spécialisé qui va faire ça à temps plein et qui va être le spécialiste de ça. C'est des rédacteurs qui parlent d'autres sujets, donc qui ont moins le temps de s'attarder sur les détails. Sauf que c'est les détails qui font l'essentiel de la passion qu'on met là-dedans, tu vois. Et partant de là, en fait, nous, du coup, on va se battre contre ces gens-là, qui sont des gens qui juste font plus de vues que nous, qui ont un plus gros CA, qui ont plus d'employés, qui ont plus de temps, qui peuvent payer des pigistes pour être là à minuit quand l'actuel tombe. Ce qui est aussi un problème par rapport au journalisme Twitter dont tu parlais hors micro. Mais le fait est que, voilà, nous, entre guillemets, même si on choisissait d'être les plus racoleurs du monde et de faire des news genre, je sais pas moi, une actrice porno lit un comics de super-héros, regardez c'est trop bien, etc. Le fait est que même cette news-là ne nous permettrait pas de topper en fait les maximums de vues que vont faire justement des gros sites comme jeuxvideo.com. Nous, on est conditionné au fait qu'on a un site de passionnés qui ne veut pas justement élargir sa ligne éditoriale au point de trahir son essence. On veut rester une antenne, on veut pas trahir cette ligne éditoriale. On veut rester une antenne spécialisée, on veut pas aller dans l'accélérationnisme de la tricherie et compagnie. Par contre, on veut s'élargir dans le sens où on veut élargir en fait la possibilité en fait que la culture comics, enfin, elle peut atteindre plus de gens en France. Et puis qu'elle puisse rejaillir sur des trucs comme Brightburn et compagnie, qui est pas un comics à la base, etc. Mais ça, c'est des ouvertures qui parlent à un public spécialisé. Tu vois, mais je veux dire qu'on va jamais, nous, demain, tu vois, j'ai envie de dire, c'est comme si demain jeuxvideo.com s'intéressait au kebab, tu vois, par exemple, sous prétexte que c'était le sujet à la mode et que, je sais pas, moi, les développeurs de jeux vidéo mangent des kebabs aussi, donc ce serait logique d'en parler, tu vois. Nous, en l'occurrence, on ne veut pas faire ça. Mais le problème, c'est qu'on se bat contre ces gens-là qui sont plus nombreux, plus armés et qui souvent appartiennent à des plus grosses structures comme Viz Media et compagnie. Et de notre côté, on est juste 2 sur Comics Blog, donc forcément, on est moins disponible, moins payé, et on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à un milliard de sujets. Tu vois, il y a beaucoup de trucs. Enfin, moi, depuis que j'ai 2 boulots, par exemple, j'ai renoncé énormément de loisirs pour me spécialiser dans le comics et dans le cinéma. Et c'est pour ça, par exemple, que je ne joue plus aux jeux vidéo.
ou seulement quand j'ai le temps sur Switch, une très belle console. Et par exemple aussi un truc qui est plus castrateur, c'est que nous on a choisi de faire du papier. Donc en gros on écrit un article qui va nous prendre entre 10, 15, 20, 30 minutes selon le temps de recherche qui est de rédaction qui l'impose. Quand un breaking news sort, bah, ça demande du coup un temps de gestation qui va être de trouver l'actualité, l'envoyer au rédacteur disponible, donc toi ou moi, grosso modo, se mettre devant un ordi, rédiger, trouver une image, etc. Maintenant, il arrive un truc, c'est qu'il y a des gens qui font du YouTubing ou qui font du tweeting, grosso modo, c'est-à-dire que bah, une actualité elle tombe, bah, ils postent un lien sur leur Twitter et voilà. Et au niveau du public, celui qui est connecté, enfin le lecteur connecté à Twitter, il voit l'actualité qui tombe, il en a rien à foutre de l'article qui fait 240 enfin qui fait plus de 240 caractères. Donc partant de là, évidemment, les difficultés sont maximisées parce qu'en gros tout le monde peut être journaliste aujourd'hui, tout le monde peut être blogueur aujourd'hui, tout le monde peut simplement ouvrir un compte, une fanpage et bah relayer plus vite que nous, avec moins de mots, probablement moins de recherches, moins de liens, de rétroliens, etc. Mais ça, c'est une difficulté aussi. Et le fait est que ces gens-là ne prennent pas d'espace publicitaire, mais il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent de prendre des SP aussi. Il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent, enfin qui vont plus facilement dans les conventions parce que c'est des noms ronflants qui vont attirer un certain public. Et t'as les youtubeurs dans le tas. Heureusement, en comics en France, c'est encore assez minoré. Il n'y a pas eu un, il y a pas eu un boom. Il y a pas eu un boom comme dans le jeu vidéo, tu vois. Mais si demain, par exemple, une boîte veut décider de donner son budget publicitaire à un youtubeur parce qu'elle estime de son côté que c'est plus direct ou quoi, bah nous du coup on se fait baiser. Bah, j'ai envie de dire que T'as envie de dire, parle plus fort, Arnaud, les gens n'entendent pas. non, j'aurais envie de dire que c'est arrivé en fait, Ouais. mais Tu vois. Et ça, tu vois, c'est aussi des difficultés qu'on a aujourd'hui parce que nous on croit à un modèle traditionnel qui est bah, le noir sur blanc, le papier, alors, aller chercher sachant qu'on est l'actualité. dans le web, mais c'est vrai qu'en fait il y a quelque chose de frustrant, c'est que dans la transmission de l'information, on estime que c'est important toujours de restituer le contexte, de donner quelques éléments de réponse en plus et de bien rédiger la chose, de bien présenter, d'y mettre la forme. Et c'est vrai que parfois, enfin c'est sûr que vu qu'Internet c'est la course à qui sera le premier à dégainer, c'est toujours assez rageant de voir des comptes, tu sais, genre, enfin je sais pas, fan MCU machin, tu vois, mettre juste une phrase avec une image. Et qu'effectivement ça fonctionne 1000 fois plus qu'un article que tu auras pris un tout petit peu plus le temps de contextualiser pour donner quand même à chaque fois les infos, faire le suivi et tout ça. Puis justement, ça demande aussi de la remise en question. Enfin, je me souviens d'un compte, je sais pas si je me souviens qui c'était, qui disait que Doctor Doom, le film serait peut-être. Il y avait une question qui était posée, c'était Kevin Feige a rencontré Noah Hawley pour intégrer le film Doctor Doom dans le MCU pour l'interrogation. Et c'est tout. Donc, en l'occurrence, si t'es un lecteur lambda qui connaît pas toute l'affaire, tu vas te dire Noah Hawley, le mec qui fait Légion que j'adore, qui fait Fargo, etc. Waouh, trop bien, il va être dans le MCU, peut-être, c'est possible, etc. Et ça, tu vois, c'est de l'orientation d'actualité. C'est une façon justement d'orienter le propos de ton actualité, parce qu'en vérité, Noah Hawley a très bien dit dans la même interview que non, c'était pas prévu pour le moment, qu'il n'avait eu aucun échange à ce sujet. Et a priori, quand tu remets en connexion tout ce qui a été dit sur les films de la Fox pré-rachat, tu as envie de te dire que c'est quand même relativement impossible. Mais sur un compte Twitter, c'est facile à dire, c'est facile à faire, et ça a eu un truc comme 100 likes et un certain nombre de réponses de gens qui du coup vont croire à une actualité qui est pragmatiquement, sur le papier, fausse. En tout cas, on n'a aucun élément qui permet de nous affirmer ça. Non. Et ça, justement, c'est le risque quand l'actualité se résume à 280 caractères. À une image à la con. À une image à la con ou à un simple lien, en fait. C'est que ça manque de contextualisation, ça manque de données, ça manque en fait d'analyse, ça manque de pertinence. Et c'est un truc qui, justement, comme le monde va plus vite et que tout le monde est de plus en plus connecté à son téléphone, c'est une catastrophe. t'as une envie, en fait, d'aller vers là et de te contenter de ça. Comme les gens ont envie de déserter les journaux papier pour aller vers le zapping sur YouTube, tu vois. Et le problème, c'est que même les meilleures vidéos de YouTube, c'est des vidéos qui durent 20 minutes d'un mec qui va analyser un sujet à fond, etc. Tu vois. Et ça, ça disparaît de plus en plus parce que les gens n'ont plus le temps ou plus l'envie, que la vidéo prend des parts de marché à l'écrit. Heureusement, nous, on fait de l'audio, donc on reste encore un peu actuel, mais tu vois, tout ça, c'est aussi des dangers pour un organe de presse comme nous. Non, Voilà. ça me rappelle aussi, là, que t'as, je sais pas quel compte à la con, genre Marvel Espagna, qui est pas du tout un compte officiel, qui lâche une fake slide avec... enfin, c'est même pas une slide, c'est juste une image avec écrit les titres des films Marvel Studios qui devraient sortir sur les 5 prochaines années, avec des aberrations débiles comme mettre un Avengers en plein été, alors que ça a été repris en France, ça, d'ailleurs. Et un Black Panther 2 qui sortirait en mai, alors qu'il y a la date trouvée de février, tu vois. Enfin, c'est fait par
des gens, et donc ça a été effectivement relayé par le journal du geek, et je me permets de les nommer. Ils ne se mettent pas du tout en question quand on leur fait remarquer que la source est pas bonne en fait. Que la source est pas bonne, et que s'ils font un minimum du suivi s'ils avaient un minimum de suivi de l'actualité, ils verraient très bien qu'il y a rien qui colle, et que de toute façon non, enfin c'est pas du tout la façon d'opérer de Marvel Studios. Enfin, genre, ça c'est un truc que je voulais du coup ajouter. Mais ça c'est le fait que effectivement Instagram ou Twitter ou le partage d'images à la con, machin, sans aucune vérification, sans aucune explication, parce que Marvel Espagnol, ils ont juste dit ouais on a le planning, ça a fuité, mais qui l'a fuité, comment, pourquoi, ça vient d'où, tu vois, t'es censé croire de but en blanc, machin. C'est vrai que nous à chaque fois on donne la source, on explique d'où vient la chose et tout ça, et je veux dire même quand c'est des informations sur lesquelles où on est la source en fait parce qu'on est allé la chercher, on explique qui nous l'a donné, tu vois. Quand je faisais Batman bimestriel, j'ai dit on allait poser des questions à Urban, oui. Ils nous ont donné ces réponses, et donc on voulait communiquer. Endgame, rappelle-toi, on avait des grands débats sur est-ce que c'est vérifié, pas vérifié, est-ce que vraiment c'est pas de la spéculation, c'est les fameux costumes gris, rouges, etc. Ouais. Tu vois, on s'était battu là-dessus, on s'était en mode genre. Et on précise. Est-ce qu'il faut le faire ou pas, tu vois. Mais juste ça, tu vois, c'est un truc que je voulais rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance d'une presse spécialisée, c'est que actuellement les comics c'est mainstream. Parce que le cinéma, parce que ça fait des milliards, etc. Parce que les séries. Si demain il y a la fameuse fatigue des adaptations, déjà les comics continueront de publier a priori, je veux dire, il n'y a pas de raison que les comics s'arrêtent, mais si demain effectivement le public se détourne de ça au profit par exemple des films de jeux vidéo, ou je sais pas encore quelle sera la mode de demain, tu vois, mais je pense pas que ce sera les films de jeux vidéo. Il est tout à fait possible que la culture, enfin que la presse geek, enfin qui s'est autoproclamée geek, se désintéresse de ce sujet-là pour passer à autre chose. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus en fait le suivi que vous avez aujourd'hui sur le cœur du truc, qui sont les comics et les plus petites adaptations. Tu parlais tout à l'heure des petits comics qu'on ne traite pas forcément, mais on fait aussi des news sur des comics qui intéressent beaucoup moins de gens, sur Image ou sur des Black Mask et compagnie, tu vois. On fait des critiques de ça sur 9e art des fois. Et ça n'intéresse pas du tout les grosses antennes. Eux, justement, elles font du sensationnalisme, elles font du clickbait, du vrai clickbait, ou alors quand elles font de l'actualité intéressante et suivie, c'est parce que c'est le sujet à la mode. Si demain, les comics et l'adaptation ne sont plus à la mode, mais qu'il reste, par exemple, je sais pas moi, un équivalent de Légion dans 5 ans, qui est une super série, mais qui est pas beaucoup regardée, qui fera moins forcément de buzz que de parler de Walking Dead spin-off numéro 5, ou de Game of Thrones spin-off numéro 2, tu vois, eux, ils n'en parleront pas. Donc du coup, c'est que les communautés qui sont fans de ces machins-là n'auront plus d'endroit où aller, à part sur les trucs de blogueurs qui du coup auront un suivi moins sérieux, moins profond, etc. Donc c'est là aussi l'intérêt justement de se différencier. Je serais moins critique, c'est pas parce que c'est blogueur que c'est moins sérieux forcément. Non, mais je veux dire que moi je prends juste par rapport à mon expérience, mais que sur DC Planète on avait beau être, du coup pour le coup on était amateur, j'ai jamais voulu avoir justement tu m'as pas compris, je dis pas que c'est qualitatif, je dis sérieux dans le fait qu'entre guillemets nous on est payé à faire ça tout le temps, tu vois. On est payé à être là du matin au soir à relayer cette actualité là. Un blogueur il va donner le temps qu'il a à donner, et toi-même tu sais, pour avoir vécu cette expérience de visu, que c'est très temporaire comme milieu en général. Ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais en général, après la vie te rattrape, tu peux avoir des gosses, tu peux faire une dépression nerveuse, tu peux faire ce que tu veux, etc. Et entre guillemets, quand tu as un contexte professionnel qui t'entoure, une structure, etc., c'est quand même plus simple d'aller dans l'actualité que quand tu le fais sur ton temps libre avec un boulot à côté, une fois, des gamins, je sais pas pourquoi ça m'obsède, mais... Et voilà, tu vois, et justement, le fait est que toute la presse qui s'est emparée de ces sujets-là, que sont donc les adaptations, c'est très vain, tu vois, ils l'ont fait parce qu'ils suivaient une tendance. Et le fait est, par exemple, vous voyez Fortnite, par exemple, le nombre d'actualités qui est autour de ça, parce que c'est dans la tendance, pas persuadé que s'il y a un Fortnite.com qui vraiment adresse aux passionnés, eux, ils voient ça d'un très bon œil, tu vois. Après, je sais pas, je connais rien en Fortnite. Je me suis refusé à faire une news Fortnite Avengers Endgame. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Alors que j'avais fait ça à l'Infinity War, mais bon, c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça qui nous passionnent moins, et on peut se permettre, le truc c'est que nous on peut se permettre de pas parler de Fortnite, tu vois. Alors que techniquement, je pense que ça m'aurait attiré grave des vues, hein, je pense. Non, mais c'est sûr. Mais même, il y a des fois où je te dis non, ça on le fera pas parce que justement, et tu me dis ouais, mais en même temps, je suis désolé, mais la concu elle le fait, ils en ont rien à foutre de l'éthique et compagnie, mais je te dis justement qu'il faut défendre. Et ça vous paraît con parce qu'évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent quand même qu'on est assez laxiste par rapport à une autre époque. Mais par exemple, on parle de Walking Dead ou Arrow, ce que l'ancienne équipe se refusait de faire. Mais le fait est que déjà ça existe et il y a des fans de ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et accessoirement, croyez bien que vraiment il y a des actualités. On pourrait vous faire une chronique genre les rebuts de la semaine, tu vois, ou les rebuts du mois, pour vous montrer toutes les conneries que sont racontées. Genre je me souviens d'une fois où on en avait parlé en podcast ça, où Matt Reeves avait été à l'expo Batman 66. Et pris en photo Gotham, 60 Miles Away ou je sais pas quoi. Et Comic Book avait fait un article en mode Matt Reeves tease son film Batman en disant qu'il avance dessus. C'est quand même... Et ça faisait 5-6 paragraphes. Ça, tu vois, c'est du clickbait. Ça, c'est le vrai clickbait sale qui prend du temps au lecteur, qui n'apporte aucune information
et dont le seul but est de faire du clic Mm. pour faire de l'affichage publicitaire. D'ailleurs, désactivez vos adblocks si vous voulez nous sauver la vie, merci. Mais Oui. voilà, parce que vous savez que chaque adblock c'est comme une cigarette, vous voyez. On se dit que c'est pas dangereux, mais en fait, au fur et à mesure, une page de vue pour nous, bah, c'est un petit cancer qui pousse à l'intérieur. Du coup, voilà, Arnaud, je pense qu'on est bien là. On a fait un petit peu le tour de ce premier numéro, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, parce que ça fait 1 heure. Voilà, ce sera jamais des podcasts les plus longs. On va pas faire forcément 3 heures. Non, bah, c'est déjà bien, 1h10, ou 2, quoi, mais 1h10. On a mal digressé. Hein, Ouais, je crois qu'on a quand même réussi à tenir un peu. Voilà, donc c'est juste pour que ce premier numéro, vous ayez un petit peu juste un aperçu global de ce qu'on fait, d'où on vient et de pourquoi on fait ça, de choses qui nous tiennent à cœur dans ce milieu. Corentin, oui. Oui, je voulais dire juste que là, on défend un peu notre bout de steak. Hein, c'est un peu. Oui, ce sera pas toujours sur la défensive hein, non plus. Non, mais voilà, puis oui, effectivement, désolé si ça vous a gavé à écouter, mais aussi on essaye juste de tenir compte de vos critiques. Et évidemment, il y a plein de trucs à améliorer, plein de trucs à corriger. On en parlait, il faut plus de papier de fond, il faut intensifier, je pense, les super threads, parce que c'est vraiment un rendez-vous super cool à écouter quand t'es justement pas dans le secret des dieux. On essaie de s'améliorer, évidemment, on tient compte de toutes vos critiques, tant qu'elles sont faites dans la bienveillance et que c'est pas juste pour nous comparer à l'équipe d'avant, parce qu'évidemment, on a conscience qu'on n'est pas l'équipe d'avant, en fait. Et croyez bien que il y a les belles choses qui vont arriver cette année, on essaie de faire le maximum. Et qu'il y aura aussi des podcasts moins, juste comme tu disais, justement moins sur la défensive pour parler plus généralement. Non, de toute façon, c'est pas. Enfin, moi, j'ai envie de défendre cette chose, mais pas dans le sens où de défendre face à des attaques, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux mettre en valeur ce qu'on fait. Et surtout, ouais, il y a toujours matière à amélioration. Non, mais ça, de toute façon, ça, on est d'accord. Mais aussi juste pour simplement parler de la chose, parce que effectivement, quand tu suis un comics blog ou que tu vois juste un site ou une page Facebook, tu t'imagines pas forcément juste qu'est-ce que c'est le travail en tant qu'être humain derrière, parce qu'on reste des êtres humains, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'a pas vocation à rester peut-être, mais qu'on n'a pas vocation à rester éveillé H24 et à ne pas avoir de vie à côté, et juste de casser un peu quelques mythes pour dire juste c'est un boulot qu'on fait effectivement par passion, mais ça reste un boulot aussi, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent d'un autre boulot par exemple, tu vois. Et encore moi c'est plus différent que toi parce que je suis pas dans les locaux, donc je rédige depuis mon canapé non mais bien sûr. Mais voilà, donc voilà, j'ai déjà fait des news pendant une projection 35 mm à côté de mon projecteur dans une cabine aérée parce qu'on refroidit les cabines pour les machines. Ça faisait un bruit de dingue, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais assis par terre comme un crevard. Voilà, je crois que c'était une news sur Prométhée. J'ai déjà fait des news dans un hall de gare en train de baiser assis non dans un hall de gare assis à chercher une connexion à l'arrache. T'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas voilà, c'est juste un vœu pour vous donner un peu plus d'éclaircie, pour vous parler du métier de journaliste culturel. Faudrait faire genre justement les pires moments on a fait une news, tu vois, genre je les retiens pas forcément. Parce que moi genre je me souviens, j'ai interrompu une soirée pour prendre le PC d'un pote, le Mac d'un pote, ça je l'ai fait chez mon pote Thibaut, pendant qu'on était en train de mixer ou de prendre des trucs un peu bizarres. Période des CP, je crois que je l'ai fait aussi clairement. C'était une belle période. Yes. Donc voilà, donc c'est le premier numéro de The Pulse, on n'a pas de formule prédéfinie, le but c'est vraiment donc de mettre en lumière un peu ce genre de travail et quelques aspects particuliers qu'on abordera par la suite. Et notamment, on vous a dit aussi que pour un numéro, on aimerait avoir vos questions et donc qu'on veut faire un courrier des lecteurs grosso modo. Donc si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez déjà le faire dans les commentaires de ce podcast. On attend aussi également forcément vos retours, puisque c'est le plus important, c'est de savoir est-ce que ça vous intéresse vraiment. Si ça nous intéresse pas, vous avez aussi le droit de nous dire, comme ça nous on évite de perdre du temps, de passer du temps à faire quelque chose qui ne nous intéresse pas. Nous on est quand même là aussi pour vous, pour que vous ayez envie de nous écouter raconter des choses. Et en tout cas si ça vous intéresse, enfin bref, on attend vos retours. Partagez surtout, vu que c'est un premier exercice et que c'est c'est un nouveau format qu'on a mis du temps à lancer, effectivement, mais en tout cas maintenant il est le numéro 1 est en ligne, donc la suite devrait arriver sans trop tarder. Mais donc n'hésitez pas à partager surtout et à faire découvrir ce genre de choses, que je pense qu'on n'est pas très nombreux à communiquer de cette façon sur cet aspect-là de la culture en France. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci.